bienvenue dans ce plateau de Perspective. Perspective aujourd'hui reçoit Monsieur Jean-Pierre Soula Belessi. Il est cadre du PPRD. Ça fait beaucoup de temps, il n'est plus passé dans cette émission. Nous allons recevoir également Monsieur Norbert Yamba, qui était une fois à la société civile, une fois en politique, une fois encore retour à la case de départ, société civile. Il est en route, il va nous rejoindre. Nous avons sur ce plateau Monsieur Belessi Soula. Bonjour et bienvenue à vous, Monsieur Belessi. Bonjour, Monsieur Lick, pour votre invitation. Et je suis là et c'est à vous de m'inviter. Je ne peux pas m'improviser pour venir à votre émission. Moi, je suis là. Si vous m'invitez, vous allez me voir sur votre plateau. Très bien, mais ce que vous devez savoir, que vous êtes des milliers d'acteurs politiques à vouloir participer dans cette émission. De temps en temps, nous invitons quelquefois également ceux qui n'ont jamais eu la chance de passer dans cette émission. Et lorsqu'on vous appelle, vous êtes soit en Chine, soit en Beijing, soit à Dubaï, ainsi de suite. Donc, vous êtes et politique et homme d'affaires, c'est ça? Bon, mais c'est vrai que je n'aimerais pas parler de tout ça ici sur ce plateau. Je pense que je suis venu parler de la politique. Oui, vous êtes venu parler de la politique. Vous vous plaignez de n'être pas passé ici depuis longtemps. Nous allons en fait parler rien que de la politique. Les affaires, c'est autre chose. Je suis là pour justement répondre à des questions que vous allez me poser par rapport à la marche du pays. Exactement, par rapport à la politique, de quoi nous allons parler? Nous allons parler essentiellement du processus électoral. Vous savez que nous sommes à moins de 70 jours de la tenue des élections. Il y a la machine à voter qui, jusqu'à ce jour, ne met pas d'accord toutes les parties. Une partie est d'accord, c'est la partie de M. Belessi, qui est de la majorité présidentielle, je vous l'ai dit. Une autre partie n'est pas d'accord, celle de M. Norbert Yamba et une certaine proportion de la société civile également, de la société savante. Et puis, nous allons parler également de cette atmosphère qui n'est pas du tout à encourager, qui est en train de prendre corps dans notre pays. Vous le savez, dans la soirée d'hier, la maison de M. André-Alain Atundu Liongo avait été victime de 3 grenades. La toiture est ouverte, les voitures ont été touchées, les portes, les vitres donc sont brisées, sont en morceaux, mais heureusement, lui-même est sain et sauf. Avant de monter sur ce plateau, j'ai eu le temps de parler avec M. André-Alain Atundu au téléphone. Il affirme et confirme qu'il est sain et sauf, mais l'attaque de sa résidence est un fait vrai. 3 grenades au total, a-t-il dit, ont été lancées contre sa résidence. Nous pensons que ce ne sont pas des attitudes républicaines, des attitudes à favoriser, excusez-moi, une bonne tenue des élections dans un pays qui se dit démocratique. Notre pays s'appelle République démocratique du Congo. Monsieur Belessi Soula, est-ce que votre parti va bien? Merci, Monsieur Lick, pour votre question. Mais avant de commencer, je voudrais compatir au malheur de notre porte-parole de la majorité présidentielle, M. Alain Atundu Liongo. Et pour cela, je vais condamner ici cette barbarie parce que nous ne sommes pas en train ici de blaguer et qu'aujourd'hui, les gens se permettent d'aller lasser des grenades dans le domicile de notre porte-parole de la majorité présidentielle. Je pense que c'est une attitude que nous devons tous condamner parce que, vous l'avez dit, M. Lick, nous sommes dans un État démocratique. Nous devons respecter en fait le point de vue des uns et des autres. Ça n'a rien à voir aujourd'hui qu'on se permet d'aller attaquer jusqu'à lasser des grenades dans les domiciles de notre porte-parole.
je l'ai dit encore, j'ai compatis au malheur de notre porte-parole. Et c'est là où j'ai dit que le PPRD, comme vous avez posé la question, le PPRD va très bien. Nous sommes en train, évidemment, de nous préparer pour affronter ces élections du 23 décembre. La santé du PPRD va de plus en plus mieux parce que, vous le savez, nous nous préparons depuis longtemps pour affronter ces élections. Ne déplaise à ceux qui ne croyaient pas à ces processus, parce que nous croyons depuis longtemps qu'évidemment les élections vont se tenir le 23 décembre. Et nous travaillons sur base du calendrier de la CENI qui a été publié justement. Et les PPRD, je l'espère bien, va rapporter au lendemain ces élections. Parce qu'il y a depuis longtemps que nous commencions à préparer ces élections. Et je vous confirme que nous sommes prêts pour affronter ces élections du 23 décembre. D'accord. Alors, quand nous parlons du processus électoral, nous commençons par ce malheur qui s'est abattu sur M. André Alain Atundu Liongo et à qui nous présentons toutes nos compassions et toute notre sympathie, mais également nous invitons ceux qui se rendent maîtres de tels actes, vous les avez qualifiés d'actes de barbarie, et je crois que le mot n'est pas fort. Il faut laisser la démocratie s'exprimer démocratiquement, comme le dit si bien son nom, et non pas des atteintes à des personnalités, des atteintes à des intégrités physiques. Cela ôte toute la beauté de la démocratie. La démocratie, sa beauté, c'est dans la confrontation d'idées, dans la contradiction d'idées, dans le non-partage de la vie de l'autre, mais tout en le respectant tel qu'il est. Ça, c'est un combat politique, mais sur le plan social, on peut être amis. Donc, ce qui est arrivé à M. Atundu, pensez-vous que ça augure une bonne tenue des scrutins en République démocratique du Congo en plus ou moins 2 mois, sinon un peu moins? Non, M. Lek, parce que, comme je vous ai dit, si aujourd'hui les gens se permettent justement d'arriver à ces niveaux-là de barbarie, je pense que ça nous inquiète parce que je vous ai dit, M. Lek, que l'opposition congolaise n'a jamais été prête pour aller aux élections. C'est pourquoi elle est en train de monter tous les stratagèmes pour bloquer justement ces processus électoraux. Comment vous dites que c'est l'opposition? Monsieur Lick, ne m'interrompez surtout pas parce que je suis cohérent dans mes idées. Non, parce que ce que vous dites dans votre cohérence, moi je trouve que je sais de quoi je parle. Vous mettez la charrue avant le bœuf, la justice n'a pas encore établi de responsabilité. Je n'ai accusé personne. Mais si vous avez accusé l'opposition, l'opposition, on sait qu'il y a une certaine opposition qui ne partage pas vos avis, et nous avons dit que sans citer les noms, sans identifier, il peut s'agir des ennemis, même de votre propre parti. Je ne crois pas, je ne crois pas. Comme vous l'avez dit, c'est la justice d'établir la vérité. Alors ne citez personne. Je ne cite personne ici. Mais vous ne citez pas l'opposition non plus. Je vous dis, monsieur Lick, pardon, je suis dans les raisonnements, ok? Ne m'interrompez pas parce que sinon je risque de perdre le fil d'idée. Je vous ai dit tantôt que l'opposition congolaise n'a jamais été prête pour aller aux élections. Vous avez posé la question de savoir le climat politique actuellement. C'est pourquoi je vous dis, parce qu'aujourd'hui, l'opposition est en train de distiller, n'est-ce pas, un mensonge grossier qui consiste justement à vouloir en fait bloquer les procès électoraux. C'est pourquoi je vous dis qu'elle n'a jamais été prête, ok? Alors, je vous dis tantôt que l'opposition n'est pas prête pour les élections. Pourquoi? Parce que nous avons connu ici des gens qui ont dit que le président Kabila voulait en fait changer la constitution. Le président Kabila voulait s'éterniser au pouvoir. Oui, mais pardon, monsieur Lick, pardon. Il y a eu des marches, monsieur Soula. Attendez, et puis le président du Sénat a fait une déclaration relayée par le président de l'Assemblée nationale. Est-ce que je peux continuer, monsieur Lick? Oui. Permettez. Ils ont dit que le président Kabila voulait
n'est-ce pas, changer la Constitution. Tout ça, ce sont des stratagèmes pour justement vouloir bloquer le processus électoral. Ouais. Nous croyons que les élections vont se tenir. Et c'est là où je dis que si l'opposition congolaise n'est pas prête à aller aux élections, ce n'est pas notre problème. Nous nous préparons pour ces élections. Okay? Et aujourd'hui, le processus a suffisamment avancé. Vous l'avez dit, il reste pratiquement moins de 2 mois pour que nous puissions aller aux élections. Et la majorité présidentielle se prépare en conséquence pour que nous puissions en tout cas rapporter ces élections. Et je vous l'ai dit, l'opposition congolaise a toujours préparé le lieu de contestation. C'est ce qu'elle fait actuellement parce qu'elle sait qu'elle ne va pas gagner ces élections parce que nous nous préparons pour remporter ces élections. Vous le savez, M. Lick, que le président de la République a bien dit qu'il n'allait pas se représenter. Et aujourd'hui, avec le bilan que nous avons au sein de la majorité présidentielle, parce qu'en dehors de tout ce qui est comme infrastructure routière, hospitalière, écolière que le président de la République a pu construire, nous avons notre bilan qui est le plus éloquent, c'est justement le respect de la Constitution. Le président de la République a respecté la Constitution. Parce qu'aujourd'hui, tout le peuple congolais, en tout cas j'ai dit tout le peuple congolais, veut à ce qu'un jour, qu'il assiste en tout cas à un passage civilisé du pouvoir entre un président entrant et un président sortant. C'est ça le désir de tout le monde. Vous avez fait les Sciences Po. Justement, mais je fais aussi le droit. Oui. C'est-à-dire aujourd'hui, le peuple congolais, c'est le seul souci que nous avons aujourd'hui, c'est d'assister à ces passages civilisés. Et la personne qui mène en fait, qui nous conduit dans cette voie-là, c'est justement le président Kabila. Alors, malheureusement pour eux, et heureusement pour nous, nous avons placé notre secrétaire permanent qui est M. Chadari, qui est le monsieur de coup sur coup, qui, en tout cas, je pense qu'il va facilement battre tous les candidats de l'opposition. Et c'est pourquoi je vous dis que nous sommes sereins, nous sommes en train de préparer pour, en tout cas, rapporter ces élections au la même, M. Lick. Est-ce que vous êtes sûr que M. Kabila a véritablement respecté la Constitution? Absolument. Absolument, parce en faisant quoi? En ne briguant pas un troisième mandat, comme dit la Constitution. Et la Constitution avait prévu les élections en quelle année? Mais M. Lick, nous n'allons pas revenir sur ça. Non, mais c'est ça, parce que vous dites que M. Kabila a respecté Est-ce que je peux terminer? Oui, allez-y. On ne peut pas revenir sur ça parce que je vous ai dit tantôt, vous avez un mauvais récit à plus d'une fois ici sur ce plateau. Je vous ai dit qu'effectivement les élections devraient s'organiser en 2016, ça c'est une évidence. Mais nous avons connu des difficultés, je vous ai toujours dit. En tout cas, nous avons connu un problème de la chute de coûts de matières premières. C'est ce qui a occasionné justement que le gouvernement n'a pas eu beaucoup de moyens pour financer ces processus électoraux. Et aujourd'hui, le gouvernement a des moyens pour le financer. En tout cas, avec l'article 70 qui nous a donné la possibilité au président de la République de rester, en tout cas, par le principe de la gestion des affaires courantes, c'est ça en droit, et il a pu gérer les pays. Aujourd'hui, nous sommes en train d'aller aux élections. Il nous reste 2 mois pour aller aux élections. Moi, je félicite l'UDPS qui a compris effectivement qu'aujourd'hui, nous n'allons plus reculer. Il faut aller tout droit vers les élections. Parce qu'aujourd'hui, les gens vont encore vouloir s'attarder par rapport à la machine à voter parce qu'ils disent que ce n'est pas légal, si c'est là. Mais je pense qu'il est grand temps que nous puissions aller aux élections. Parce que les seuls soucis aujourd'hui de la population, c'est d'aller aux élections et de voter les dirigeants qui vont en fait conduire le pays demain. Alors je vous disais tout à l'heure que M. Norbert Yamba devait nous rejoindre sur ce plateau. Il est là, il est arrivé. Monsieur Norbert, j'ai une difficulté de vous présenter véritablement. Tantôt vous êtes société civile, tantôt vous êtes politique, tantôt Retour Robert Caille, société civile. Essayez de dire à la population qui vous êtes. Non, je suis panafricaniste. Je suis président de la nouvelle vision panafricaine. Ceux qui pensent que l'Afrique doit fonctionner autrement, l'Afrique est à genoux à cause de son élite imbécilisée, etc. Je suis également... Élite imbécilisée. Imbécilisée, et je suis également cadre, j'allais dire, de l'UDPS depuis 22 ans. Mais que vous avez quitté, hein, l'UDPS. Bon, j'ai dit quitter, mais je suis resté sur la même ligne de conduite. Je dois vous apprendre que... L'idéologie est restée. Non, elle est restée pendante et elle continue véritablement à
rafraîchir ma mémoire et je vous informe, si vous ne le savez pas, que je suis candidat député national bon? au sein de l'UDPS. Pour quelle circonscription? Je suis dans les Sankourou. Ah, dans les Sankourou. Vous êtes candidat député national pour le compte de l'UDPS. Pour le compte de l'UDPS. Finalement, vous êtes rentré à l'UDPS ou quoi? Eh bien, pourquoi pas? Pourquoi pas? J'ai été à l'UDPS pendant 30 ans. Oui. J'ai estimé qu'il était temps pour que je puisse mettre mon expertise pour laquelle je suis en train de circuler à travers l'Afrique pour apporter une nouvelle dynamique dans la structuration des partis politiques. Et donc, j'ai dit créer avec mon ami que vous connaissez, le FCR. Et je me suis finalement rendu compte qu'il n'y avait pas trop de différence. Votre ami que je connais, il s'appelle Jean-Bertrand Elonga. Et donc, j'étais secrétaire général de ce parti. Et au bout d'un certain temps, j'ai estimé qu'il était nécessaire de retourner au bercail. Et c'est comme ça que j'y suis. Et je suis candidat député national. Je n'ai jamais changé un seul instant, n'est-ce pas, de voix. Soit ceux qui véritablement font les migrations, ils reviennent. C'est pas ça. Je suis resté sur la même ligne de conduite, mais j'estimais que j'avais la capacité nécessaire de faire quelque chose. Écoutez, l'homme propose, Dieu dispose. Je suis à l'IDPS et je reste candidat de ce parti-là. Vous nous avez trouvé en train de parler du processus électoral qui, ma foi, ne s'annonce pas du tout apaisé avec l'attaque de la résidence de M. André Alain Liongo Atundu. Il a reçu 3 grenades chez lui. Le toit de sa maison s'est envolé. Les voitures ont été touchées. Les portes ont été attaquées également par ces grenades. Dieu merci, la personne n'a pas pu être touchée. Il est sain et sauf. Avant de monter sur ce plateau, j'ai eu le bonheur, allais-je dire, de parler avec lui. Il rit aux éclats, mais nous savons que ça peut être un rire philosophique. Comment jugez-vous cette attaque contre la résidence de M. André Alain Liongo? J'ai fait un peu de criminologie. Oui. Il est très clairement dit que lorsque les acteurs politiques ne s'entendent pas, il y a recrudescence de la violence. Il y a multiplication des milieux criminogènes. Parce qu'ils ne s'entendent pas. Des opportunistes peuvent en profiter et poser des actes même incontrôlés. Aujourd'hui, nous sommes dans une situation où il y a un groupe qui visiblement fait des incantations. J'ai entendu l'opposition ceci, l'opposition cela. Pourtant, c'est une nouvelle génération qui aurait pu faire contrairement les choses de manière beaucoup plus positive pour que le pays fonctionne autrement. Mais il me semble que là, sincèrement, je suis en train de poser des questions pour l'avenir de mon pays. Parce que la jeunesse, aujourd'hui, est imbibée d'un venin, d'un virus qui montre un système de politique intrinsèque où on retrouve toute une panoplie de chercheurs, de pseudo-chercheurs politisés qui font véritablement des incantations pour démolir, déconstruire, j'allais dire, détruire ce pays qui est complètement détruit, moralement détruit. Un pays qui n'a plus d'avenir. Un pays qui ne sait à quel se vouer à cause d'une élite. Une élite qui vit dans un écosystème pollué. Une élite qui a tendance véritablement à fonctionner comme des adolescents retardés. Tout à l'heure, vous avez utilisé un terme que je juge assez fort, élite imbécilisée. L'élite est imbécilisée, pourquoi? Parce que l'élite est capable d'être robotisée. L'élite est capable d'être manipulée. L'élite est capable d'être instrumentalisée. Surtout lorsqu'il y a des billets de banque. Donc vous-même? Je suis dans le lot. Je suis dans le lot, mais je m'efforce. Des imbécilisés. Je ne suis pas imbécile, je dénonce. Je suis consultant international. Je vis de mes petits propres moyens. Je ne veux pas aller chanter, crier, danser pour relever le niveau d'une étiquette d'une personne. Je ne fonctionne pas comme ça. Je fonctionne en amenant ce que je peux au travers de l'expertise que je dispose. Et tout le monde aurait pu faire la même chose. Vous n'allez pas m'entendre en train de danser, de faire des incantations autour de la personne de Félix Tshisekedi, non. Alors, mais monsieur... Et donc, je voudrais, et c'est grave,
Luc, j'étais connu qui n'avait pas les cheveux blancs, de cheveux blancs. Tu m'as connu également. Aujourd'hui, je ne sais plus monter les escaliers. Je m'excuse beaucoup. On a retardé le processus à cause d'un comportement. Un comportement de facilité, du raccourci. Où, visiblement, un groupe de personnes ont dit créer un niveau d'abonnement dans un océan de misère. Je suis désolé. C'est votre expression favorite. J'enlève tout ce que vous allez dire, mais je voudrais simplement dire à mon frère que la démocratie, c'est une gestion des contradictions. La démocratie, c'est un droit au désaccord. Si l'opposition a une position, la majorité doit avoir sa position. Mais écoutez, chaque jeu a des règles de jeu. Même le jeu du hasard a des règles de jeu. Parce que le hasard constitue les règles de jeu du hasard. Vous jouez le foot, et vous venez jouer le remis, et vous dites non, venez, on va vous gagner. Entre-temps, on dit, mais écoutez, les règles de jeu, c'est le foot. Toi, tu utilises le rugby pour montrer votre force à cause de forces conventionnelles. C'est pas correct. Et vous dites, non, allons aux élections, nous allons gagner. Mais arrêtez de conneries. Comment pouvez-vous gagner au moment où les règles de jeu ne sont pas clairement définies? Vous avez posé une question pertinente. La Constitution a été respectée ou pas respectée? Et non, l'article 70, attention. L'article 70 voudrait qu'il y ait le président de la République s'en va lorsque il y a un autre président élu. Ce n'est pas un président à élire. Ce n'est pas un président à élire. Il est juriste, il est politologue, il semble qu'il a double expertise. Donc, je voudrais simplement, et là je termine, par rapport à ce qui se dit, vous avez un bon bilan, etc. etc. Écoutez, en gestion macroéconomique, il y a ce qu'on appelle le résultat. Et le résultat s'applique à 3 niveaux. Il y a ce qu'on appelle les extras, les effets et l'impact. Vous pouvez avoir un résultat, mais ce qui n'est réalisé, ce n'est pas un résultat. Vous avez par exemple 350 km, il faut aller à Matadi. Mais vous réalisez 3 km. Vous avez réalisé 3 km, mais ce n'est pas le résultat de réaliser 350 km. Et puis dit non, les routes. Attention, attention. Le débat est fondamentalement intellectuel. Je me suis beaucoup, vous m'avez appelé, je ne connais pas le gars, mais je sais que c'est un intellectuel, c'est un cadre du parti pour la reconstruction. Il faut arrêter ce concept. Et donc, il a parlé des routes. Nous avons, vous savez, nous avons 145 000 km de routes dans notre pays. Il faut aller voir. Hein. Au niveau des TP, etc., vous allez voir les résultats. On n'est pas allé au-delà de 2000, 3000 km. Et nous avons 88 000 km de routes de dessertes agricoles. On n'a pas dépassé 2000 km. Ce sont les talitages, ce n'est même pas la macadamisation. Voyez, vous avez parlé de 1000 écoles par an. Vous savez, on n'est même pas allé au-delà de 5 ans, parce que sur le budget de 2012 à 2016, on n'a même pas atteint 500 écoles, s'il vous plaît. Vous avez parlé la construction d'une zone de santé par territoire. On n'est pas allé au-delà de 10. Encore que ce sont des aménagements, des réflexions, etc. Aujourd'hui, le taux de déperdition scolaire est de 75%. Les enseignants n'ont pas l'argent. Vous avez parlé longuement ici, hein. Je vous ai trouvé en train de parler. Oui, c'était sa première il faut arrêter ces choses-là. Coup-sur-coup, ce sont des choses vraiment des enfants, quoi. C'est quoi ce que ça vient faire dans une discussion intellectuelle? D'un pays, coup-sur-coup, vous savez dire quoi? Dis, mais écoutez, on l'attend, c'est à la chanson, quoi. Il faut arrêter ça. Le pays est en difficulté. Nous sommes en train de traverser une zone de turbulence. Nous avons besoin d'une élite qui ont la puissance de la connaissance, qui ont la puissance du savoir, qui ont des alternatives innovantes, qui savent bouger le pays, déplacer les montagnes. Mais pas pour venir des cours, de s'y soulager. Mais arrêtez ça. C'est un conseil gratuit sans merci. Sincèrement, c'est un conseil gratuit. Et donc, je voudrais vous dire que nous allons aux élections. Ce n'est pas pour rien qu'on a été candidat. Nous avons payé l'argent, difficilement. Mais nous avons dit qu'il le moment est arrivé pour susciter l'espérance, pour susciter l'avenir désirable pour notre peuple, qui a été embrigadé dans un système, dans un écosystème pollué. Oui, nous allons aux élections, mais il faut avoir des élections justes, démocratiques, transparentes, apaisées, dont les règles de jeu sont clairement définies. C'est ça ce qu'on vous demande. Alors tout à l'heure, quand on parlait de M. André-Alain Atundu, attaqué 3 grenades chez lui, M. Jean-Pierre Soula-Belessi a dit, entre les lignes, hein, je l'ai repris, que ce serait l'œuvre de l'opposition. Eh bien, arrêtez les conneries, quoi, des derrière des bas étages. Quelle opposition qui a des forces conventionnelles? Pourquoi les gens se maintiennent au pouvoir aujourd'hui? Simplement parce qu'ils estiment qu'ils ont une force. Je vous ai dit que j'ai fait la criminologie. Atundu lui-même, c'est quelqu'un qui est dans les réseaux, qui connaît bien comment les choses se passent. Quelle opposition?
Vous avez vu déjà une opposition avec une milice? Écoutez, tous là, on sait comment les choses se boutiquent, faisons ceci pour donner des explications à cela. Mais écoutez, le peuple est déjà mature. Hein. Il faut qu'on arrête des petites choses élémentaires. Même l'enfant de l'école primaire peut bien comprendre les choses. Mais je compatis, parce que je connais bien Alain Toundou. Et je dis que si cela lui est arrivé, et s'il ignore véritablement les tenants et les aboutissants, toute ma compassion. Mais il faut que ça s'arrête. Il faut que les gens s'entendent. Il faut qu'il y ait décrispation. Il faut qu'il y ait dédramatisation des relations politiques. Il faut qu'il y ait dégonflement des tensions. Et c'est là justement par la définition des règles de jeu communes, hein, des règles communes, etc. Et c'est là qui va permettre véritablement de réduire la méfiance et de construire la confiance. Et c'est cette confiance que notre peuple attend. Parce qu'il y a beaucoup de défis dans ce pays. Le Congo est à genoux. Parmi les 5 régions, je termine, de l'Afrique aujourd'hui. Tout le monde est debout, sauf le Congo à genoux. Avec 40 milliards de dollars. Ils disent qu'ils ont de grandes performances. Et le Congo aujourd'hui a un cobalt. 1 300 000 tonnes. Avec 100 000 dollars la tonne. Et le budget ne change pas. Arrêtez! Arrêtez! Qu'est-ce qu'on va nous dire? Nous, écoutez, soyons sérieux, que les intellectuels fonctionnent. Parce qu'en réalité, je commence à constater qu'il y a trop d'abrutis fondationnels. Oui, donc, des illettrés qui se déclarent intellectuels, non, j'allais dire des instruits. Parce qu'il y a une chose, c'est d'avoir un diplôme, et une autre chose, c'est d'être intellectuel. La capacité de réfléchir pour donner des alternatives qui permettent à la société d'avancer. Ça, je suis en train de me poser des questions, s'il y en a beaucoup. Mais oui, bon, il y a des gens qui se cachent. Hein. Mais toutes les déclarations catatoires, avec des coups de gueule mégaphonés, des déclarations martiales, des coups de menton dont on assiste, je suis désolé. Ah bon. Ah d'accord, vous allez continuer, monsieur Norbert Yamba et monsieur Jean-Pierre Soula. Vous voyez, monsieur Yamba balaye d'un coup de main comme ça tout ce que vous avez argué ici comme étant des atouts pour votre représentativité et votre victoire finale. Lui trouve que vous n'avez pas fait grand-chose. Mais quand cela ne tienne, l'expulsion des Congolais d'Angola. L'ambassade d'Angola dit que il y a eu dramatisation et la République démocratique du Congo est en train d'exploiter cette histoire d'expulsion des Congolais pour détériorer davantage les relations entre les deux pays et qui dit qu'il n'y a pas eu barbarie, agression et tout ça. Et l'ambassadeur de la République démocratique du Congo en Angola a été, j'allais dire, convoqué et on lui a expliqué les choses. Il serait sorti convaincu. Alors, est-ce que vous croyez véritablement que cette expulsion des Congolais d'Angola s'est faite d'une manière barbare, d'une manière non réglementaire, et que la République démocratique du Congo, au nom de la réciprocité, peut se prévaloir de ce principe pour rendre à l'Angola ce qu'il nous faut? Monsieur Lek, je vous dis merci, mais avant de répondre à votre question, je vais un tout petit peu faire un petit pas en arrière pour... Très rapidement, parce que le temps n'est pas notre allié. Nous ne sommes pas entrés ici de faire le bilan. Si vous voulez qu'on fasse une émission bilan, moi je suis prêt, ok? Aussi, je suis prêt. Mais justement, parce qu'en fait... Si appelez-nous la semaine prochaine, on dit. Justement, si vous voulez qu'on fasse une émission complètement dédiée au bilan du président, moi je suis prêt pour répondre à cette question-là, ok? Et je vous dis que nous avons un bilan que nous devons présenter devant le peuple congolais. Le bilan peut être positif ou négatif. Pardon, s'il vous plaît. Allez-y, tout le respect. Allez-y. En fait, nous avons un bilan, ce n'est pas d'une manière hasardeuse que je le dis, parce que je sais de quoi je parle, ok? Nous avons un bilan, et le peuple congolais n'est pas dupe, il voit, ok? Parce qu'aujourd'hui, tout le monde parle, on oublie vite, monsieur Leke. Ouais. Où étions-nous en 2001? Où étions-nous en 2006? N'est-ce pas? Qu'est-ce que nous avons trouvé comme infrastructure dans ce pays? Qu'est-ce qu'on a trouvé comme hôpitaux dans ce pays? Qu'est-ce qu'on a trouvé comme école dans ce pays? Donc les gens oublient vite en fait. Et le plus grand bilan du président de la République, c'est la restauration de l'État, de l'autorité de l'État, parce qu'en fait, nous étions un État en faillite. Les Congos allaient disparaître. Aujourd'hui, nous parlons... Donc aujourd'hui, comme disait le président l'autre fois, aujourd'hui, nous parlons un pays debout. Juste aujourd'hui, nous parlons parce qu'aujourd'hui, le Congo garde ses frontières jusque-là. Parce que nous étions un État presque à sa disparition. Il faut qu'on se le dise.
Aujourd'hui, M. Yamba est en train de se taper là-bas pour dire que le président de la République n'a rien fait, c'est cela. Mais aujourd'hui, il parle en toute liberté. Ne me mettez pas dans le langage de flic. Moi, je n'ai pas dit le président de la République, j'ai parlé des institutions. Mais justement, mais vous ne faites pas de problème. Vous, le programme de société, c'est le président. Moi, le président, je vais continuer. Non, mais il ne faut pas signer de cette manière. Est-ce que je peux continuer? Vous avez parlé, allez-y, monsieur le gouvernement, vous devez me protéger. Allez-y, je protège tout le monde sur ce plateau. Alors, je ne m'aimerais pas entrer dans ce sujet-là parce que si on veut organiser une émission, monsieur Luc, faites-le. L'émission sur le bilan, je vous rassure, ça viendra un jour. Justement, ça vient bientôt. Je suis prêt. Et lorsqu'il dit par exemple que les règles du jeu ne sont pas respectées, monsieur Luc, mais quelles sont les règles du jeu? Mais la CENI est là, et c'est elle qui est l'institution qui nous amène aux élections. C'est elle qui nous a amené la machine à voter. Pourquoi je le dis? Parce qu'aujourd'hui, l'opposition ne veut pas cette machine-là. Est-ce qu'elle est légale, la machine-là? Est-ce que la loi a prévu? Et c'est quel type de vote on doit avoir si jamais on utilisait la machine à voter? Vous avez dit à voter. Voter. Monsieur Lick, il faut le savoir, que lorsqu'il y a eu le dialogue de la CCLS, il y a eu des recommandations qui ont été faites à la CENI. Je vous ai dit tantôt ici que notamment la SECO avait en tout cas demandé à ce que la CENI puisse rationaliser les procès électoraux, parce qu'en fait, les élections coûtent cher, ça c'est une évidence. Il faut rationaliser les procès électoraux. Et de toute façon, M. Lick, nous allons voter manuellement. C'est un problème de communication. Parce que les quotas seront manuels. La machine à voter n'a rien à voir du système électronique comme on veut le faire passer ici. Lorsque on vote, à la fin du vote, nous allons compter le bulletin, n'est-ce pas, manuellement. À la seule différence, c'est qu'on a diminué le volume du bulletin de vote et qu'on ne peut pas aujourd'hui avoir un bulletin de vote qui soit comme usable. Non, c'est la moindre des choses. Mais je reviens, monsieur Lick, par rapport à la question que vous avez posée. Non. D'abord un peu d'éclaircissement. Et le fonctionnement de cette machine que vous appelez à voter. Vous dites à voter. Bien sûr. Les autres disent autre chose. Alors, est-ce que cette fonctionnalité de la machine à voter est manuelle ou est électronique? Monsieur Lick, elle est... Je dis la fonctionnalité, elle est manuelle. La fonctionnalité? Bien sûr. Ça n'a rien. Parce qu'en fait, qu'est-ce qu'est le vote électronique? Alors quand vous votez, on dit à voter. C'est manuel. La machine nous sert tout simplement à imprimer le bulletin de vote. Après avoir imprimé le bulletin, vous allez amener votre bulletin de vote. Monsieur Bénessi, est-ce que la loi a prévu cette machine-là? Monsieur Lick, je vous ai dit ici que la SECO avait donné des recommandations à la CENI. Non, vous répondez sur la REMCO. Moi, je parle de la loi. C'est-à-dire, vous voulez législateurs nous faire croire que tout ce qui est comme matériel qui utilise la CENI doit être mis dans la loi. C'est ce que vous voulez nous faire croire? Mais non! Tous les matériels ne doivent pas être inclus dans la loi, non. Il y a des matériels qui sont des matériels lourds qui ne peuvent pas être en fait inclus dans la loi, notamment la machine. Parce que la CENI, elle est indépendante. Si aujourd'hui, nous avons en fait envoyé des délégués au sein de cette CENI, c'est pour recréer la confiance, parce qu'aujourd'hui, aujourd'hui, il y a une crise de confiance dans la classe politique. Et vous savez que sous notre siège, c'est le ministère de l'Intérieur qui organise les élections. Mais pourquoi aujourd'hui nous avons mis en place 10 minutes, nous avons mis en place cette l'expulsion de ces Congolais permettre à ce que cette confiance soit créée, parce qu'au sein de cette CENI, il y a des membres de l'UDPS. J'ai fini l'expulsion de Congolais dans le. Il y a des membres de l'UDPS qui sont représentés, les membres de l'INC, du MLC, qui sont représentés là-dedans. Pourquoi aujourd'hui vous nous faites croire que la CENI ne soit de la majorité présidentielle? Quel est ce membre de l'UDPS dont vous êtes en train de parler? Vous le connaissez. Qui, M. Kalamba? Vous le connaissez. Non, M. Kalamba a été désavoué. Non, vous avez changé votre représentant à la CENI. Quand l'UDPS a changé, vous refusez. Des grands partis, qui sont représentés au sein de cette CENI,
justement pour créer cette confiance que nous n'avons pas dans la classe politique. Je reviens à la question, M. Liké. Oui, en fait, la manière dont l'Angola, parce que je voudrais quand même parler, ne fût-ce que pendant une minute, la manière dont l'Angola a expulsé nos compatriotes, c'est inhumain de cette manière-là. On ne peut pas expulser les gens de cette manière. Et surtout que l'Angola ne nous a pas informés. La moindre des choses, bien sûr. En juriste que vous êtes, que devrait faire... Mais les mécanismes régionaux sont là, n'est-ce pas? Avant d'expulser les ressortissants de notre État, il faut d'office informer l'État qui doit recevoir la population. Malheureusement, l'Angola n'a pas fait mais c'est cela où je dis, trop c'est trop, avec cette manière-là de vouloir minimiser, soit dénigrer le peuple congolais. Je pense que cette fois-ci, le gouvernement congolais va répliquer et d'une manière forte, vous allez le voir. Voilà, monsieur Yamayama, les Congolais expulsés d'Angola. Et l'Angola dit, nous expulsons non pas seulement des Congolais, mais tout étranger qui se trouve en territoire angolais et qui se livre à des activités d'exploitation illégale des ressources minières. Et l'Angola n'a-t-il pas le droit d'expulser les Congolais qu'il juge illégaux sur son territoire? Non, je voudrais présenter à M. Jean-Pierre. Oui, Bélessé, hein? Bélessi. Toutes mes excuses, c'est mon frère. Oui. Nous n'avons que ce pays, nous avons 5 comme village, comme église. Et parfois, quand on hausse les tons, c'est pas parce qu'il y a un désamour, c'est bien au contraire. Surtout quand je suis en face des gens de votre génération, des gens intelligents, qui peuvent faire des choses, qui peuvent même révolutionner les choses à l'intérieur même de la maison, etc. Je voudrais que vous ayez ce charisme-là, cette capacité-là de dire ici ça va, ici ça ne marche pas, et ça va nous amener loin. Ça, c'est la première chose. Deuxième chose, je voudrais également dire que, Jean-Pierre, lorsque vous voulez faire une analyse évaluative de la performance, n'est-ce pas, du gouvernement, il faut le faire sur l'ensemble du territoire national. Nous avons 25 provinces plus la ville de Kinshasa, 26. Nous avons 1435 entités territoriales décentralisées où on a des responsables. Jean-Pierre, peut-être que ça fait longtemps que vous êtes à l'intérieur, vous êtes allé à l'intérieur. Mais moi, de par mon job, je suis tout le temps dans les provinces, dans les agglomérations stratégiques. Il n'y a pas quelque chose qui s'est fait là-bas. Il y a beaucoup de défis à résoudre, des choses qui ont été réalisées. Et donc, si on vous donne la possibilité, surtout que vous avez des avions, vous êtes capable de vous rendre compte, que les choses n'ont pas marché et vous avez intérêt à dire non à des incantations. Troisième chose, vous avez parlé, c'est pas de l'indépendance de la CNI. La CNI est une institution publique. Cette institution a été sanctionnée par une ordonnance présidentielle, mais qui lui a donné des prérogatives, qui lui a donné des attributions. Et vous l'avez dit, hein, c'est le ministère qui organise les élections. Ouais. Parce qu'il y a défaut de confiance entre les acteurs. Absolument. Et donc, il fallait un organisme qui, en réalité, n'a sa force que lorsqu'il se met à la place des différentes parties prenantes, à l'écoute, pour savoir que pense l'opposition, que pense la majorité, comment nous faisons pour recentrer véritablement les différentes thèses, de manière à décrisper la situation, de manière à dédramatiser. Quand la CNI fait fi et pose une problématique qui frise un orgueil démesuré à cause d'une concordance d'alliance stratégique avec un groupe, ça devient un danger public. Je voudrais également dire que par rapport à cette question d'Angola, vous réfléchissez, vous êtes content de votre performance. Oubliez que vous habitez, et même si vous êtes, parce que tout le monde a migré vers les grands centres urbains, etc. J'allais dire même à la Gombe, ma campagne, parce que c'est là votre terrain de prédilection. Mais quand vous allez à Kimbanseke, je m'excuse beaucoup, quand vous allez à Kimbanseke, vous allez à Barumu. Il ne nous reste que 5 minutes. Et donc, vous allez trouver des hommes et des femmes. Non seulement ils mangent sous base d'un délestage, ils n'ont pas d'électricité. Dans la ville de Kinshasa, ils n'ont pas l'eau. Aujourd'hui, un pays qui a une capacité de 100 000 mégawatts ne fonctionne que sous base de 1000 mégawatts, 1401 mégawatts. Un petit pays comme, j'allais dire un pays comme l'Éthiopie,
6 000 MW, c'est desservir l'électricité sur tout le monde, avec des mécanismes de mise en place d'un système solaire, d'un système éolien, d'un système photovoltaïque. Donc, je voudrais simplement dire sincèrement que si nos enfants doivent quitter le Congo, doivent migrer, c'est à cause de l'enfer. C'est à cause du terrorisme d'État. L'État est devenu contre son envoi. Je m'excuse beaucoup. Je m'excuse beaucoup. L'État est devenu, n'est pas préoccupé, n'est-ce pas, de son peuple. Vous savez, aujourd'hui, parce que par réciprocité, on dit non, nous allons faire. Donc on ne peut pas anticiper qu'il y a des étrangers qui sont ici et qui travaillent et qui gagnent, qui maximisent leurs intérêts au détriment des Congolais. Combien de sociétés qui sont fonctionnelles ici, qui engagent les Congolais, avec 50 $, 20 $? Combien de sociétés qui sont fonctionnelles, qui sont derrière les généraux, les officiers d'armée, etc., les ministres, où beaucoup de gens sont actionnaires? Est-ce qu'on se posait la question combien ils donnent? Quelle est la tension salariale? Toutes ces questions questionnantes posent la problématique de migration. Alors l'Angola, c'est un pays organisé. Aujourd'hui, vous savez, l'Angola, c'est tout parmi les 10 pays nantis d'Afrique. Le grand pays riches, le pays qui sont en train de se développer, qui sont en train de s'organiser. Et la loi, il existe de loi. Écoutez, quand quelqu'un veut vivre de chez vous, je compatis avec la situation amère de mes frères et sœurs. J'ai vu dans les réseaux sociaux ce qui se passe. J'ai horreur. Je pleurais toute la journée. L'Angola dit que beaucoup d'images sur les réseaux sociaux. L'Angola a droit. Je me suis dit, L'Angola a droit de faire respecter ses frontières. L'Angola a le droit de se faire respecter ses terrains où on exploite, etc. Et il peut poser des actes qui relèvent véritablement de ses compétences régaliennes. Mais nous devons nous poser la question, pourquoi tous ces gens-là vont là? Est-ce que c'est un dégât de moins? Ou c'est une opportunité pour qu'effectivement, il y ait des revendications et que bon, tous ces gens-là, ils peuvent mourir, ça fait l'occasion, etc., que certaines personnes soient contentes. Donc, moi, personnellement, j'aimerais que, oui, l'Angola a posé, il a dit qu'il a fait, c'est une mesure impersonnelle qui est adressée à tous les étrangers. Aujourd'hui, plus que jamais, mettez en place. Hier, on disait non, on n'a pas l'argent, et vous l'avez reconnu. Aujourd'hui, il y a un bon minier. Le budget est allé à combien? Nous étions à 4 milliards de $. Le budget qu'on a présenté sur 2018, c'est combien? Et nous avions, hier, c'était combien les tonnes qui ont été produites? Oui, et donc tout cela pose la problématique de l'importance de l'élite et de sa capacité de trouver des solutions et la désespérance d'un peuple par rapport à la vision et aux ambitions de l'élite politique qui est fondamentalement imbécilisée, instrumentalisée à soi et qui est en tendance justement à vouloir vivre de lui au détriment de tout un peuple. Alors, je vais vous poser une dernière question. Ça sera votre dernière prise de parole. Mais dans l'entretemps, je demande à M. Belessi, rationnellement, est-ce que dans le climat actuel, y a-t-il possibilité de penser que les élections que nous attendons dans 2 mois vont se tenir dans un climat apaisé, dans un climat démocratique, dans un climat transparent? Monsieur Belessi, vous avez juste 45 secondes. Merci, monsieur Luc. Vous savez que les élections, c'est un moment que le peuple s'est choisi de ses dirigeants. Mais si aujourd'hui, il y a déjà une partie de l'opposition qui distille, n'est-ce pas, de maçons du genre, cette machine, c'est une machine à voler, c'est-à-dire ça crée la tension inutilement, et pourtant, cette machine va nous aider justement à nos élections. Moi, je pense que le peuple congolais doit être serein. Nous voulons que les élections s'organisent pour que ce pays soit doté des institutions qui soient légitimes. C'est le souci de tout le monde et que je ne vois pas, M. Yambaye m'a refusé les élections, je ne pense qu'il est candidat. Je mérite d'ailleurs qu'il puisse soutenir la machine à voter parce que du fait déjà qu'il est candidat, n'est-ce pas, en quelque sorte c'est une acceptation. Vous crédibilisez. Non, c'est une acceptation illicite déjà, vous voyez. Donc je pense qu'il est grand temps que nous puissions nous mettre dans place. Il y a des questions, M. Luc, qui dépassent les couleurs partisanes de nos partis politiques, vous voyez. Et je pense qu'il est grand temps que nous puissions parler le même langage et qu'aujourd'hui nous puissions aller aux élections, véritablement des élections qui soient, vous l'avez dit, transparentes et apaisées. Et c'est là où j'appelle à nos amis de l'opposition de ne pas jouer avec le fait du genre, cette machine à voter, à voler, ceci, cela. Mais non, nous sommes prêts pour les élections.
le 23 décembre. Alors, monsieur Yamayamba, êtes-vous prêt à aller aux élections dans un climat de paix? Nous avons réclamé depuis plusieurs années de transparence, qu'on a eu des des démocraties. élections. Nous sommes battus pendant plus de 30 ans. Mais il est grand temps. Les élections se tiennent dans ce pays, mais des élections, pas des élections boutiquées à la manière des gangsters. Mais des élections. Je me souviens. Qu'arriverait-il si la CENI maintenait la machine à voter? Non, non, là, je ne saurais pas parler au nom de mon parti, mais moi, je crois que la machine à voter, la machine à voter a été mise en place pour pousser à l'opposition de boycotter. Parce qu'ils savent, qu'ils connaissent le nombre de Alors machines. maintenant, l'opposition ne doit pas boycotter, elle doit aller aux élections. L'opposition, en tout cas ça c'est ma vision, boycotter, c'est donner la possibilité pas à ces gens de tout renfler et de continuer parce qu'ils ne se gênent même pas. Parce que le ridicule ne tue pas. Et donc, maintenant, qu'est-ce qu'il faut faire? Il reste 2 mois. Moi, je m'offre en tant qu'expert sur la question. On peut monter des stratégies agissantes qui leur permettent de quadriller tous les bureaux de vote. Il y en aura plus de 90 000. Le comité laïque catholique dit qu'il va initier d'autres manifestations pour dire non à la machine à voter. Est-ce que ça sert à quelque chose encore? Bon, parce que le doute persiste étant donné qu'il n'y a pas de changement. Et regardez le comportement du président de la CENI. Vous savez, l'ego doit être au service de la société. Mais quand vous voulez que la société soit au service de l'ego, c'est un danger public. Très bien. Donc, la CENI ne rassure personne. Vous voyez, l'UDPS, avec son cas, c'est quelqu'un qui a été placé là-bas pour son compte. Aujourd'hui, il a été pris, il a été emporté. Vous êtes le spécialiste à la question. Vous êtes spécialiste à la matière. Mais non. Écoutez, de l'autre personnalité sont. Attendez, cher Jean-Pierre, dis simplement au président de la CENI, dis même à la mouvance présidentielle, qu'a fait Moulambo à la prison, qu'a fait Fran Diongo, qu'a fait Diomé. Pourquoi vous avez peur des gens comme Moïse Katumbi? Pourquoi vous ne pouvez pas accepter que le jeu se joue franchement et que nous allions qui gagne? C'est notre pays, Jean-Pierre. L'Afrique est en train de nous poser la question, comment vous êtes à genoux? On peut faire de l'Est à l'Ouest comment? On peut aller du Nord aussi du comment? Parce que le Congo est à genoux. Faites quelque chose, que tout le monde soit là. Très bien, monsieur Norbert Yamba. Je vous remercie de tout cœur, monsieur Jean-Pierre Bélessi Soula. À vous également, monsieur Yamayamba. Je vous remercie également. Et nous redisons notre sympathie et notre compassion à monsieur Alain André Atundu Liongo pour ce qui lui est arrivé. Nous osons croire que cela ne va plus se répéter chez un autre acteur politique, qu'il soit de l'opposition ou de la majorité présidentielle. L'émission est terminée. Saluez-vous. Merci, moi j'aime ça. Monsieur le bouffe. Ma mère. Merci. Ma mère. Merci. À toutes et à tous, merci beaucoup de nous avoir accordé de votre temps pour regarder ce débat, cette discussion entre, d'un côté, un représentant de la majorité présidentielle, de l'autre côté, un représentant de l'opposition populaire, c'est ça? De l'opposition tout court. De l'opposition, la vraie, pas celle qui est imbécilisée. De la vraie opposition, non pas, comme dit-il, celle qui est imbécilisée, comme certaines élites de notre pays. Et tous mes remerciements à toute l'équipe technique qui nous a permis de parvenir jusqu'à vous. Au revoir et à bientôt. N'oubliez pas la rediffusion ce mardi à partir de 11h. Au revoir.